Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. J'ai pris pas mal de temps à le sortir cet épisode parce que y a eu les fêtes de fin d'année et puis je bossais sur un autre projet qui est les carnets d'exercices concrets pour travailler sur votre anxiété, sur les peurs de votre trouble alimentaire dont je vous ai parlé sur Instagram. Donc vous retrouverez toutes les infos par rapport à ça sur l'onglet boutique de mon site internet norainnoflower.com. Cet épisode il est un peu différent on va dire puisque en fait c'est un format FAQ. Vous m'avez souvent demandé des questions sur mes hospitalisations ou plus généralement vous avez des peurs par rapport à ça. Donc du coup j'ai décidé de vous demander quelles étaient toutes vos questions sur Instagram et j'ai recensé toutes vos questions, j'ai essayé de les rassembler parce qu'il y en avait certaines qui étaient un peu similaires. J'y réponds dans cet épisode. Sachez qu'il y a aussi une version écrite de cet épisode sur mon site internet. Je pense que cet épisode va être un peu long parce qu'il y avait beaucoup de questions. N'hésitez pas à me dire, vraiment n'hésitez pas parce que le but c'est que je vous propose des contenus qui vous conviennent. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est genre trop long. Vous pouvez le faire par Instagram ou via mon formulaire de contact sur mon site. Comme ça, je peux essayer de faire des formats plus courts ou peut-être de diviser les épisodes parce que c'est vrai qu'il y a toujours plein d'infos à donner et puis je veux pas non plus bâcler les choses. Bref, je vais éviter aussi de faire encore une fois une introduction trop longue, donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti pour toutes les questions sur l'hospitalisation dans le cadre d'un trouble alimentaire. Donc il faut garder en tête que c'est mon expérience. Moi j'ai été hospitalisée aussi au CHU à Fontan 2 à Lille et donc il faut aussi garder en tête que l'hospitalisation telle que je l'ai vécue c'est aussi mon expérience mais aussi c'est propre à l'hôpital où j'ai été, donc ça veut pas dire que ce sera du tout pareil dans l'hôpital où vous serez. La première question c'est qui a décidé de mon hospitalisation et quels ont été mes critères d'hospitalisation. Alors j'ai toujours décidé moi-même de mes propres hospitalisations. On va dire qu'il y avait quand même un travail d'éducation inconscient qui avait été réalisé en amont par les médecins. En fait j'étais déjà suivie dans l'hôpital où j'ai été hospitalisée, mais je m'y rendais uniquement pour des consultations avec les psychiatres et juste avant l'hospitalisation à temps complet, j'ai eu en fait une journée par semaine d'hôpital de jour. D'ailleurs, je trouve que l'hôpital de jour est une bonne alternative, notamment lorsque vous avez peur de l'hospitalisation à temps complet. Ça permet en fait de s'immerger dans le milieu hospitalier et de commencer à se familiariser avec cet environnement-là. Donc les psychiatres qui me suivaient, ils voulaient que je sois hospitalisée en temps complet, mais je refusais. Pour moi, j'étais pas assez malade, je me disais d'ailleurs que ils étaient fous de vouloir m'hospitaliser parce que ils avaient pas conscience que ceux qui étaient hospitalisés, ils étaient bien plus malades que moi. Sauf que la réalité, c'est que c'est moi qui n'avais pas conscience de la gravité de ma situation et comme j'en ai souvent parlé, en fait le trouble alimentaire, il minimise toujours la maladie. Donc j'ai eu 2 hospitalisations au total et en fait ma première hospitalisation je l'ai demandée suite à un séjour en réanimation que j'ai fait du jour au lendemain. Je vais pas tout réexpliquer comment je me suis retrouvée là parce que j'en ai parlé dans un épisode où je parle du syndrome de renutrition inappropriée. C'est l'épisode 14 d'ailleurs. Mais ça m'est vraiment arrivé du jour au lendemain et c'est aussi comme ça que j'ai pris conscience de la gravité et que j'avais vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment eu peur de mourir avec cet épisode-là qui m'est arrivé donc... Je pense que ça a eu un peu l'effet d'un petit électrochoc. Pour ce qui est de ma deuxième hospitalisation, c'est aussi moi qui l'ai demandé. Malheureusement, j'ai eu un délai d'attente de 3 semaines, mais je l'ai demandé parce que j'étais en fait bloquée dans un cercle vicieux et assez violent de restriction-compulsion. J'en parle aussi dans l'épisode où je parle de ma faim extrême. Et en fait, j'alternais réellement entre 24 heures de restriction et 8 heures non-stop de compulsion. Je savais qu'il fallait que j'arrête la restriction, mais j'y arrivais pas. Et ça m'épuisait et j'étais tellement en détresse, je me sentais tellement seule que j'ai fini par faire une tentative de suicide. Et après, je suis passée du coup dans une cellule psychologique pendant 3 jours. J'ai demandé directement une place dans le même service où j'avais été la première fois. Donc j'ai toujours été à l'origine de mes hospitalisations, enfin c'est moi qui les ai demandées. Je vais détailler dans la question suivante les critères d'une hospitalisation générale en troubles alimentaires, mais je pense que j'ai malheureusement eu une place finalement assez rapidement quand même parce que j'avais un IMC très faible.
Je dis malheureusement parce que c'est très triste de juger la gravité d'une maladie en fonction du poids, parce que les personnes qui sont pas en insuffisance pondérale, du coup elles se sentent pas légitimes, alors qu'il s'agit bien d'une maladie mentale et non pas physique. Si tu m'écoutes et que t'es pas en insuffisance pondérale, sache que tu es légitime à une hospitalisation. Après, je pense que le fait qu'ils priorisent ceux qui ont un IMC faible, c'est sans doute dû aussi au fait que le nombre de centres et d'hôpitaux qui sont spécialisés dans les troubles alimentaires, et même le nombre de places dans ces centres, sont vraiment très faibles, donc ils sont obligés d'être super sélectifs. Quand je dis que le poids n'indique pas la gravité, y a peut-être certaines personnes qui peuvent dire quand même et tout. Alors c'est sûr, un faible poids te met dans une situation grave, mais il faut quand même savoir que même les personnes qui ne sont pas en insuffisance pondérale, elles sont aussi dans un état grave parce que justement, elles se sentent illégitimes, donc elles restent plus seules, et donc du coup elles restent vraiment dans leur solitude. Parfois les choses s'aggravent, il y a des comportements du trouble alimentaire qui sont encore plus ancrés parce qu'ils se font pas aider, et il y a même beaucoup de tentatives de suicide pour ces personnes-là, qui est l'une des causes les plus fréquentes de décès malheureusement dans les troubles alimentaires. Donc voilà, c'est pour ça moi que j'insiste souvent là-dessus, même sur Instagram, que le poids n'indique vraiment pas la gravité d'un trouble alimentaire. Deuxième question, quels sont les critères pour être hospitalisé et est-ce qu'il faut être en grande dénutrition ? Alors non, évidemment que non, il ne faut pas être en grande dénutrition, c'est pas comme cela qu'on mesure la gravité de la maladie, comme je disais juste avant, mais comme je disais aussi juste avant, le nombre de places et d'établissements pouvant accueillir étant limité, c'est souvent ceux-là qui sont privilégiés en effet. Je trouve que ce critère de l'IMC faible tue les patients. C'est hyper violent ce que je viens de dire, et c'est pas directement vrai, mais indirectement ça l'est quand même. Je m'explique, en gros l'hôpital, il est obligé, pour cause de non-assistance à personne en danger, de prendre les personnes qui sont en extrême danger physique, donc qui sont en insuffisance pondérale très grave, même si pour moi, une personne qui n'est pas en sous-poids, elle est tout aussi en danger à cause de sa mauvaise santé mentale, comme je l'ai expliqué juste avant. Le problème, c'est que dans l'idée commune, et donc même dans les hôpitaux, la gravité d'une maladie, elle est souvent justifiée si elle est visible physiquement. Donc en effet, les personnes qui présentent des IMC ultra faibles sont souvent priorisées, mais le nombre de personnes souffrant de troubles alimentaires augmentant bien plus vite que le nombre de places disponibles, les listes d'attente elles s'allongent, et parfois il y a des patients qui attendent 2-3 mois avant de pouvoir rentrer, et de ce fait, la réaction qui est logique entre guillemets de la personne qui est malade, c'est de mettre en place des comportements de restriction, de compensation qui sont d'autant plus drastiques pour atteindre un stade de poids toujours plus bas, en espérant, je pense, entrer plus vite, ou du moins se sentir légitime à être hospitalisé. Et il y a aussi, je pense, inconsciemment, du moins c'est ce qui s'est passé dans ma tête à moi, c'est que lorsque on sait qu'on va rentrer à l'hôpital, que ce soit dans quelques jours ou dans quelques semaines, on se dit que puisqu'on va devoir manger à l'hôpital, alors autant profiter de répondre aux envies de la maladie quand on est chez nous, quoi. Pendant moi, les 3 semaines d'attente, j'ai aggravé mon cas en augmentant la restriction. Bon, ce que je viens de dire, ça reste mon point de vue, hein. Et un autre critère injuste de hospitalisation aussi que je trouve, qui n'est pas explicite non plus, mais c'est l'âge. Parce que malheureusement, il y a de nombreux centres et hôpitaux qui acceptent que les adolescents ou les personnes qui ont moins de 25-30 ans. Alors qu'une fois de plus, les troubles alimentaires, ils n'ont pas d'âge. Et n'importe qui peut avoir un trouble alimentaire à n'importe quel âge. Donc le fait de limiter les âges, encore une fois, ça entraîne de la culpabilité chez les personnes qui sont plus âgées, qui ont un trouble alimentaire en étant plus âgés. Ils se sentent encore une fois pas légitimes. Mais bon, je pense encore une fois aussi que ça s'explique par le fait que malheureusement il y a trop peu de centres qui sont disponibles. Donc pour en revenir aux critères, je me suis basée sur le site de la Haute Autorité de Santé, donc HAS. Je vais quand même parler surtout des critères par rapport à une hospitalisation en anorexie puisque c'était mon cas. Donc voilà, dans tous les cas, il faut demander à un médecin, moi je le dis souvent mais je suis pas médecin. Donc d'abord, évidemment, il y a des raisons cliniques. Donc, comme on avait dit juste avant, l'IMC faible, c'est souvent l'un des premiers critères. Mais il y a aussi une perte de poids rapide, le refus de s'alimenter, un syndrome de renutrition inappropriée ou un syndrome occlusif. Et il y a d'autres raisons médicales comme l'hypothermie, l'hyperthermie, l'hypotension, l'hypokaliémie, etc. Ensuite, il y a des raisons mentales, puisque c'est une maladie mentale justement, les tentatives de suicide, l'abus de drogue, d'alcool, la dépression, des symptômes psychotiques, des pensées intrusives permanentes, un besoin de sevrage par rapport à l'hyperactivité ou à des compulsions, des vomissements, des prises de laxatifs, une nécessité de renutrition par la sonde nasogastrique, ou enfin, ça peut être dû pour un contexte familial, donc un environnement qui est très stressant, des conflits familiaux, un burn-out professionnel, etc. Donc évidemment, il ne faut pas avoir tous ces critères, même si vous n'avez aucune raison clinique ou que vous avez juste
je sais pas, un refus de vous alimenter, c'est une raison pour être hospitalisé, quoi. Dans tous les cas, encore une fois, le plus important, c'est de voir avec l'équipe soignante, de déterminer vos objectifs d'hospitalisation, les critères, les conditions, etc. Ensuite, on m'a demandé, est-ce qu'on peut être forcé à être hospitalisé sans pouvoir y mettre son veto ? Donc l'hospitalisation sous contrainte, c'est possible, mais c'est quand même rare. La contrainte a lieu lorsque vraiment il y a un danger vital très grave pour la personne malade. Il me semble qu'il faut l'avis de 2 personnes, dont au moins une personne du corps médical, et je me demande même si c'est pas 3 personnes, je sais plus. Mais l'avis étant d'assurer que la personne est en danger vital pour elle-même, voire pour les autres, si elle n'est pas hospitalisée. Donc l'hospitalisation, elle peut aussi être non consentie en fait pour les personnes qui sont mineures, puisqu'il s'agit des parents qui sont les représentants légaux et qui donc prennent la décision pour leur enfant. Après, évidemment, c'est pas évident parce que quand on est parent, on s'inquiète énormément et on est rassuré de savoir que son enfant est entre les mains des médecins. Mais je pense qu'une hospitalisation à temps complet a peu de chances d'être bénéfique si elle est non consentie. Parce que la personne, elle va y aller à contre-cœur et j'en parlerai un peu plus dans les autres réponses de la FAQ, mais c'est vraiment pour moi indispensable de s'impliquer dans son hospitalisation pour qu'elle soit réussie. Combien de temps j'ai été hospitalisée ? Donc pour chaque hospitalisation, ça a duré entre 2 et 3 mois pour ma part. Et donc on m'a demandé quelle est la durée moyenne d'une hospitalisation. La durée d'une hospitalisation, elle est vraiment propre à chaque patient. Ça dépend d'où la personne en est dans son parcours de guérison, de ses objectifs d'hospitalisation, mais aussi de son contexte environnemental. Ça dépend si c'est une personne qui travaille, qui est en études, qui n'a peut-être pas un environnement familial stable, etc. J'ai jamais vu une personne faire moins de 2 semaines d'hospitalisation dans le service où j'ai été. Et les personnes qui faisaient 2 ou 3 semaines, c'était notamment pour se sevrer de crise, de prise de laxatifs, des vomissements, ou qui a simplement besoin d'une pause en fait pour retrouver une base stable dans sa vie, pour avoir un coup de boost dans sa guérison. Si je devais partir sur une moyenne, je pense que je dirais 2 mois. Quand j'étais hospitalisée, les personnes elles restaient souvent entre 1 mois et demi et 3 mois. Alors, on m'a demandé, est-ce que ça aide ? Est-ce que c'est indispensable à la guérison ? Non, ce n'est pas indispensable à la guérison. La réponse à cette question, elle est propre à chaque personne, de répondre si est-ce que ça aide. Parce que vraiment, chacun a son propre parcours de guérison. Moi, personnellement, ça m'a aidé. Mais ça dépend vraiment de où t'en es dans ta guérison. Et ça dépend surtout de comment tu abordes l'hospitalisation, dans quel état d'esprit tu arrives. Pour ce qui est de ma première hospitalisation, j'ai demandé un peu par la force des choses, après le syndrome occlusif que j'ai fait, sous la peur de la mort en fait. Je pense que j'avais pas fait assez de travail psychologique en amont, que j'étais pas dans l'action de ma guérison. Enfin, du moins, je me concentrais surtout sur les conséquences de la maladie, à savoir sur le côté alimentaire et ma perte de poids pour ma part. Je me disais qu'il fallait que je remange plus et que je reprenne du poids pour guérir. Donc c'est ce que j'ai fait durant ma première hospitalisation, mais de ce fait, j'ai très vite rechuté dès que je suis sortie. Et je dirais que cette hospitalisation, la première, elle m'a surtout permis de prendre conscience de la gravité de mon trouble alimentaire. Parce qu'avant l'hospitalisation, je prenais pas conscience que mon corps y était épuisé. Je me souviens que j'étais très étonnée de à quel point je pouvais dormir à l'hôpital, même la journée, je pouvais faire une sieste et tout, alors que la veille de mon entrée à l'hôpital, je bossais comme une dingue. Et j'ai abordé ma deuxième hospitalisation complètement différemment, parce que j'avais pris du recul et j'avais compris que ma première hospitalisation, elle s'était pas basée sur les bons problèmes, et qu'il fallait que je m'attaque davantage aux causes de ma maladie. Donc j'ai commencé ma deuxième hospitalisation en étant beaucoup plus basse mentalement, donc c'est-à-dire que j'avais énormément de rituels, j'étais encore plus en contrôle et j'avais beaucoup de dîners noirs. Cette hospitalisation, elle était beaucoup plus difficile. Pour ce qui est du côté alimentaire, même poids, je ne mangeais pas tout pour faire plaisir à l'équipe de soignants, ce que je faisais durant ma première hospitalisation. La première, je voulais prendre du poids. Inconsciemment, je pense que c'est la maladie qui voulait que je sorte au plus vite. La deuxième, j'avais un contrôle énorme sur mon poids. J'augmentais très doucement ma ration. Mais par contre, je travaillais beaucoup plus sur les causes. Donc avec mon interne, c'est un interne de médecine, donc il est encore en études, il n'a pas complètement terminé, mais il a déjà fait 6 ans il me semble. Et en fait, on avait tous un interne attribué, c'est un peu comme un psychiatre quoi. Enfin, il joue ce rôle-là, on va dire. Et puis surtout, j'ai travaillé seule à l'hôpital, avec mes propres réflexions. Je lisais beaucoup de livres de développement personnel, j'écrivais beaucoup dans mon bullet journal, je réfléchissais énormément en fait. Et je me disais que tant qu'à être enfermée, autant avancer dans mon chemin de guérison. Et j'ai aussi eu plusieurs entretiens familiaux qui m'ont aidé à avancer aussi sur mes blessures d'enfance. Et donc on m'a demandé aussi qu'est-ce qui m'a le plus aidé. Je pense que l'hospitalisation m'a aidé à prendre conscience de la gravité de la maladie, de la nécessité d'avancer sur mes problématiques douloureuses.
Mais je dirais que ce qui m'a vraiment le plus aidé, c'est de faire une pause dans ma vie. D'ailleurs, c'est grâce à ça, en fait, que j'ai pu avoir mes prises de conscience et travailler sur mes blessures d'enfance. Donc c'est vraiment le fait de casser toute la spirale de l'anorexie. Même si dans ma tête ça continuait, dans mes actions j'étais quand même beaucoup plus limitée pour obéir à la voie de l'anorexie. Parce que dehors je m'autorisais pas à m'arrêter. J'étais pris dans le tourbillon infernal de ma vie. Et à ce moment-là, la maladie elle était trop forte, donc j'arrivais pas de moi-même à faire une pause. Et à l'hôpital, c'est comme si momentanément ma santé elle était entre les mains des soignants. Et j'avais vraiment besoin de ça. Parce que là je calculais plus rien, je devais plus penser à la nourriture. Et en fait, ça paraît ambivalent parce que justement, j'étais toujours dans le contrôle et même ça me rendait malade quand c'était pas moi qui cuisinais. Mais là, c'est comme si j'avais pas le choix en fait. Donc, ça me faisait du bien de plus avoir la responsabilité de ce que je mange. Et j'avais besoin de ça vraiment pour me lancer en fait sur le chemin de ma guérison. Ensuite, on m'a demandé est-ce que la maladie en profondeur allait travailler au-delà du poids ? Alors, ça, c'est une très bonne question. À mon sens, non. Ou du moins très peu, trop peu. Après, encore une fois, ça dépend des hôpitaux, mais en France, je trouve que la prise en charge de la santé mentale, elle a encore énormément de progrès à faire, comparé à des pays comme genre le Canada, les États-Unis ou même la Belgique. Peut-être que dans des centres privés, c'est différent d'ailleurs, mais c'est vrai que l'accent, il est surtout mis sur le côté nutritionnel, dans le sens où les repas sont très cadrés. Et j'avais aussi comme des cours sur la nutrition, donc c'était un peu le but de remettre en cause les règles de la culture du régime. Mais ça, en fait, je l'ai eu que à ma deuxième hospitalisation et c'est parce que y avait des diététiciens qui étaient là en stage, quoi. Après, il y a surtout l'aspect physique qui est travaillé dans le sens où t'as des bilans réguliers, des prises de sang, etc. Donc, en fait, t'es vraiment certain que les médecins s'assurent que ton corps réagisse bien à la nutrition et ça, je trouve que c'est quand même très rassurant. Pour ce qui est de l'aspect psychologique, t'as quand même du coup ton interne qui passe te voir au moins une fois tous les 2 jours. Là, tu peux parler avec lui de tout, enfin lui ou elle. Il y avait aussi une psychologue que tu peux voir une fois par semaine, voire moins en fait. Parfois elle te voyait une fois tous les 15 jours, voire encore moins. Enfin moi il y a une fois j'ai été hospitalisée l'été et être hospitalisée l'été c'est vraiment pas ouf parce que c'est comme en entreprise quoi, il y a beaucoup de gens en vacances. Et il y avait aussi des groupes de parole avec la même psychologue qui était organisée. Donc il y a quand même tout ça c'est sûr, mais pour moi en fait ça changeait pas tellement de ce que j'avais à l'extérieur parce que j'avais déjà ma psy que je voyais vraiment régulièrement. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'a rien à côté, c'est un vrai plus. D'autant que là, c'est tous des professionnels qui sont familiers aux troubles alimentaires, donc ça aide forcément, t'as des conseils qui sont plus appropriés, des réponses à des questions spécifiques sur la maladie, tu te sens peut-être plus compris aussi. Mais après, il faut savoir quand même que une hospitalisation, selon moi, encore une fois, elle est beaucoup plus efficace si toi, tu t'investis à fond. Dans n'importe quelle maladie, en fait, je pense qu'il faut être investi plus dans son hospitalisation, parce que c'est à toi de sentir des choses. Dès que tu ressens une difficulté, va en parler aux soignants. Demande à ce que la psy ou ton interne passe te voir. Attends pas qu'ils te proposent parce que ils peuvent pas lire dans tes pensées. Pareil, si t'as une difficulté après un repas, une culpabilité qui est ingérable, va en parler. Reste pas dans ton coin, reste pas avec tes ruminations. Et ensuite, encore une fois, lis des livres de développement personnel. Je vous ai conseillé pas mal de livres sur mon site. J'ai fait un article où je conseille tous les livres que j'ai lus pendant ma guérison qui m'ont vachement aidée. Qui sont pas forcément ciblés troubles alimentaires, mais juste c'est des livres de développement personnel qui m'ont permis de travailler mon état d'esprit. Ensuite, écris ce qu'il y a dans ta tête. Enfin, moi, ça m'a tellement aidé d'écrire. Et prends le temps de faire comme un bilan de ta vie, en fait. Dans tous les cas, je te parle de ça un peu plus en détail, dans d'autres réponses de prochaines questions. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce qui a été le plus difficile. Franchement, je sais pas ce qui a été le plus difficile, parce que clairement, c'est difficile. Hein. C'est certain que je vais pas vous mentir, l'hôpital, c'est une épreuve. Il y a beaucoup de difficultés, mais quelque part tant mieux, parce que le but c'est que ce soit temporaire, pas que tu t'y sentes trop bien. J'en parle juste après d'ailleurs de ça. Je pense que ce qui a été très difficile pour moi, c'était l'enfermement, couplé au fait que je ne pouvais pas faire d'activité physique, parce que j'étais hyper active dehors, et là où j'étais, je pense que c'est quand même partout pareil ça, tu dois être assise au maximum. Ça c'était vraiment difficile, puisque forcément moi j'avais des rations alimentaires qui étaient plus élevées que ce que j'avais à l'extérieur, et la culpabilité quelquefois elle était extrêmement élevée, et j'avais pas la possibilité de compenser, mais heureusement, parce que compenser c'est la maladie, donc là je parvenais à y faire face parce que j'étais hospitalisée. Et d'ailleurs, ça je l'ai pas dit dans ce qui m'a aidée, mais c'est vrai que c'est plus simple de faire face à la maladie quand t'es à l'hôpital, puisque t'es plus contrainte quoi. T'as moins de déclencheurs aussi, et ça c'est ultra important. Donc c'est vrai que c'est plus simple de ne pas répondre aux sollicitations du trouble alimentaire. Donc voilà, je pense que vraiment ce qui a été le plus dur pour moi, c'était l'enfermement et le fait d'être inactive.
Après, il y a plein d'autres difficultés que je vais un peu aborder dans les réponses des prochaines questions. Dans tous les cas, les difficultés sont vraiment propres à chaque personne. Ensuite, on m'a demandé comment je m'y sentais. Alors ça dépend vraiment des jours. Je pense qu'au tout début, pour la première hospitalisation, tu découvres un peu le monde hospitalier et ça peut être impressionnant. Et après, ça dépend encore une fois de si t'es là parce qu'on t'a forcé ou si t'es là de ton plein gré. Ça dépend aussi de si t'es encore dans la lune de miel, c'est-à-dire que ton trouble alimentaire représente plus un bien-être dans ta vie qu'une maladie. Ou alors si t'as vraiment conscience que cette maladie elle te pourrit la vie et que tu sais que tu dois t'en sortir, que tu dois vraiment te battre quoi. Donc j'étais pour ma part dans le deuxième cas de figure et de ce fait il y a des jours où je sentais les bienfaits de l'hospitalisation et il y a d'autres jours où je détestais les soignants, où j'avais envie de tout envoyer en l'air, de hurler ma colère. Mais c'est pas négatif en fait. Sur le moment c'est pas agréable c'est certain mais ça veut dire qu'il se passe quelque chose en toi. Et d'ailleurs il y a pas longtemps, j'avais vu un contenu sur Instagram d'une psy, je sais plus qui, mais en fait elle disait qu'elle était contente quand ses patients ils étaient en colère contre elle ou qu'ils étaient énervés contre elle, parce que ça veut dire que tu t'affirmes et que t'es pas là passivement, juste à faire ce que les soignants voudraient que tu fasses. On m'a demandé, est-ce que tu te sentais aussi heureuse, rassurée, protégée ? J'ai trouvé cette question super intéressante parce que c'est important d'en parler. C'est un peu le risque de l'hospitalisation, c'est qu'en fait à l'hôpital, comme je disais avant, t'as beaucoup moins de déclencheurs et t'es un peu dans une bulle, protégée du monde extérieur, de la culture de régime, et t'as aussi ce côté, la maladie elle est entre les mains des médecins, donc c'est vrai que moi je me sentais parfois comme dans un cocon, protégée, rassurée en fait. Et je sais qu'il y a des patients chroniques à l'hôpital parce que parfois, justement, ils y trouvent un réconfort dans l'hospitalisation. En plus, c'est un endroit où tu fais des choses pour te reposer, te relaxer, c'est un endroit où t'es peut-être plus écouté qu'à l'extérieur, où tu te sens peut-être mieux compris. C'est peut-être aussi une façon de te protéger de personnes toxiques avec qui tu vivais quotidiennement. Donc clairement, si, moi j'ai ressenti ça et je sais qu'il y en a beaucoup qui le ressentent aussi. Je me souviens avoir eu un déclic qui m'a fait quand même me dire que non, l'hôpital c'était pas la vraie vie. Donc ce déclic, c'est qu'en fait, il y avait beaucoup de fenêtres à l'hôpital, des grandes baies vitrées, et j'aimais bien me poser derrière une baie vitrée pour regarder dehors, j'aimais bien ça. Et en fait, j'étais dans un CHU qui est universitaire, donc c'est-à-dire qu'il y a des campus étudiants à côté. Et c'était la fin d'année scolaire, et j'entendais des étudiants qui faisaient comme une fête. Bon, c'était en fin de journée, mais je pense qu'ils fêtaient genre un examen ou la fin de l'année. Et je les entendais, genre ils avaient l'air de s'éclater et tout, et là je me suis dit... Punaise, mais Mathilde, t'as 22 ans, ta vie elle est pas dans un hôpital, tu passes à côté de ta jeunesse là. Et vraiment, je vous assure que les cris de joie de ces étudiants, ça durait genre un peu longtemps et ça me pinçait le cœur, mais en même temps ça me donnait encore plus la rage de vaincre la maladie en fait. Ensuite, on m'a demandé mon rapport aux autres patientes. Très bonne question aussi. Alors moi, j'étais dans une unité où il y avait 11 places au total, donc j'étais avec 10 autres patients. Généralement, c'était 9 patientes pour un patient. Et il faut quand même garder en tête que c'est 10 autres personnes qui souffrent, qui sont aussi malades comme moi. Vous le savez, la maladie, elle change un peu une personne. Et on fait parfois des actions qui sont toxiques. On dit parfois des choses qui sont vicieuses. Moi, je dirais en général qu'il vaut mieux pas être ami, entre guillemets, du moins trop proche d'une personne qui souffre de troubles alimentaires à l'hôpital. Je parle notamment d'une personne justement qui est en plein dans la maladie. Après, il y a des exceptions évidemment. Et de toute façon, chaque histoire est propre à chacun, et ça n'empêche pas que je dis pas de rester seule à l'hôpital, hein. Moi je suis restée longtemps, et évidemment que tu crées des affinités, mais il faut garder en tête que l'autre personne elle est malade. Je vais commencer par vous dire le positif et des anecdotes qui sont plus sombres entre guillemets à ce sujet. Le positif, c'est que durant mes 2 hospitalisations, il y avait une fille pour qui j'ai eu un gros coup de cœur. Donc elle s'appelle Audrey et c'est pour moi genre mon camarade de guerre dans cette lutte contre la maladie. Et c'est avec elle que j'ai eu mon premier fou rire après 2 ans sans avoir rigolé aux éclats. Et ça me faisait vachement du bien de parler. On parlait de nos maladies, des causes de nos maladies. Et en fait, on s'entraidait. On donnait l'un à l'autre des arguments pour démonter les mensonges du trouble alimentaire. D'ailleurs, elle a quitté la 2e hospitalisation avant moi et j'en ai beaucoup pleuré le soir où elle est partie, mais en dehors de l'hôpital, on s'est jamais revus. On s'est envoyé des nouvelles, j'en ai même encore de temps en temps et je suis trop contente, mais on s'est envoyé des nouvelles quand on allait vraiment mieux. Et je l'oublierai jamais parce qu'elle a vraiment fait partie de mon combat. J'étais proche d'autres filles, mais la relation, elle était pas aussi saine qu'avec Audrey, et en fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut garder en tête que vous n'avez pas comme objectif d'en faire des amis, qu'il faut se rappeler qu'elles sont aussi malades, parce que y a des fois où tu t'entends trop bien avec une fille, tu parles avec elle, t'es proche, mais sauf qu'il y a des moments où la maladie, elle prend le dessus. Et on le sait, le trouble alimentaire, il est vicieux. On sait que la comparaison, la compétitivité, c'est très présent dans les troubles alimentaires.
Pour être plus concrète, en gros, les jours de pesée, c'est des jours vicieux. Parce qu'en fait, chacun voulait savoir combien de poids l'autre avait pris. Moi-même, je m'inclus dedans, vraiment, quand j'étais malade, j'avais ce côté vicieux que je détestais. Et le plus horrible, c'est que en fait, tu te réjouissais intérieurement et inconsciemment, je pense quand même, quand les autres, ils avaient pris plus de poids que toi. Autre exemple, au moment des repas, t'as pas forcément les mêmes plateaux repas que tes voisins, parce que chacun est à son rythme, chacun est à un palier différent. Et en fait, tu préfères être assis à côté de ceux qui mangent plus que toi. Donc, les personnes qui ont des difficultés à manger ou qui ont un plateau inférieur à toi, en fait, ton TCA va te les faire détester. Aussi, pour ce qui est de l'activité physique, je vous expliquais du coup qu'on doit être tout le temps assise, mais quand les soignants ils étaient pas là, qui surveillaient pas, en fait il y en a qui marchent en rond, il y en a qui restent debout, et là ton trouble alimentaire il te culpabilise parce que tu fais pas pareil. Donc encore une fois, soit ça t'entraîne vers le bas, soit tu détestes l'autre personne. Donc en fait, vous voyez que des relations d'amitié c'est compliqué parce que c'est pas très sain tout ça. Après en même temps vous êtes pas à l'hôpital pour vous faire des amis, mais c'est assez malsain comme relation, et surtout quand la maladie elle prend le dessus en fait. Par exemple, j'avais aussi une fille avec qui je m'entendais trop bien. C'était à ma première hospitalisation et il y avait 2 chambres doubles et malheureusement j'étais dans l'une d'entre elles. Bon, j'étais un peu deck parce que je préférais avoir ma chambre seule. Et cette fille elle était pro-guérison à fond, donc je m'entendais trop bien avec elle parce qu'on était dans la même démarche. Elle avançait plus vite que moi dans la guérison, elle mangeait super bien, elle acceptait très bien la reprise de poids, elle avait aucune peur, elle se demandait presque ce qu'elle faisait là. Et elle allait bientôt sortir, mais les médecins lui avaient demandé un certain poids pour ça. Et un jeudi, c'était le jour de la pesée, elle a fait un truc qui m'a tellement déçue. En gros, quand t'as la pesée, tu dois aller aux toilettes avant, et en fait, elle a été aux toilettes, mais elle a rien fait, elle s'est retenue, pour qu'en fait, sur la balance, ça indique plus de poids. Et de ce fait, elle est sortie plus vite de l'hôpital, il me semble que c'était ce jour même. Ce jour-là, elle me l'a dit, ce qu'elle avait fait, et dans ma tête, je me suis dit que j'étais tellement naïve, que j'avais rien vu, mais qu'elle m'avait toujours menti. Et j'en avais voulu parce que ça faisait plus d'un mois qu'on partageait une chambre, j'étais vachement proche d'elle, et je me suis sentie vraiment trahie. Et 1 an plus tard, j'ai su que elle était toujours malade et qu'elle était même dans un état plus grave. Et avec le recul, j'ai compris que c'était pas intentionnel, que c'était pas elle qui m'avait trahi, mais que c'était la maladie. En racontant tout ça, je repense au fait qu'il y a une autre difficulté aussi que j'ai pas parlé, c'est que les autres patients parfois nous apprennent de nouveaux vices de la maladie. Je m'explique, moi je suis ressortie de l'hôpital avec bien plus de toc alimentaire qu'en arrivant. Et ça aussi c'est un risque, l'hospitalisation. J'ai appris des choses en voyant les autres faire. Après ma première hospitalisation, j'ai pris conscience de l'impact de l'influence des autres patients sur moi. Et donc dans la deuxième hospitalisation, j'ai pas eu la même posture. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment de vous mettre dans votre propre bulle. C'est pas toujours facile, et c'est pour ça aussi que certains vivent très mal l'hospitalisation, et je comprends complètement. Mais moi je me disais, je guéris pour moi. C'est ma vie. Les autres patients, je les reverrai jamais. Et quand je serai dehors, je ne saurai même pas ce qu'ils font de leur vie. Donc je dois me concentrer sur ma guérison. Même chose, vous embarquez pas à demander l'IMC, le poids, la ration calorique des autres, ça sert à rien à part vous comparer et alimenter la maladie. Donc si on vous demande, répondez que ça regarde que vous. Moi je disais même, ça t'apportera rien de savoir ça, c'est la maladie qui veut savoir. Et certains l'admettaient, d'autres faisaient la gueule, mais peu importe, encore une fois, l'important c'est de vous soigner, vous, c'est votre combat. Bon, voilà, du coup j'ai peut-être une vision un peu spécifique par rapport à ce sujet, mais et ça peut peut-être choquer d'ailleurs des personnes qui sont pas de ce milieu, qui connaissent pas le milieu hospitalier, mais j'ai du vécu là-dessus, et puis surtout j'aurais agi en fonction de moi. Encore une fois, ça veut pas dire que je parlais à personne, je m'entendais bien avec la plupart, j'ai eu de très belles rencontres, des discussions profondes avec beaucoup, et je me souviens d'ailleurs presque de tout le monde, et pas négativement, donc c'est dire non plus, j'étais pas dans ma bulle, mais il faut savoir se protéger. Ensuite, on m'a demandé comment je gérais le regard de mes proches. Alors, par rapport aux proches, il faut savoir que moi, je suis une personne qui communique beaucoup. J'exprimais beaucoup à mes proches, à mes parents, à ma sœur, ce qui se passait dans ma tête pour qu'ils puissent mieux me comprendre. Et j'ai rapidement eu conscience en fait que c'était une maladie. Donc, pour mon cercle familial proche, j'ai pas eu de problème, pas de honte. Je dirais que aussi les entretiens familiaux avec les médecins ont beaucoup aidé à faire comprendre certaines choses parce que le psychiatre, lui, il est neutre dans la famille. La première hospitalisation, je faisais venir ma famille, mes amis en visite et j'avais zéro honte, mais comme j'expliquais, la première hospitalisation, bizarrement, elle se passait presque trop bien. J'acceptais tout facilement. Avec le recul, je pense que c'était la maladie qui voulait rapidement sortir. Franchement, quand j'y repense, j'étais vraiment dans un état second. C'est comme si que j'étais redevenue la vraie Mathilde pendant l'hospitalisation. J'étais souriante, vivante, j'avais des envies, des projets. Mais dès que je me suis retrouvée seule chez moi, la maladie, elle est revenue du jour au lendemain comme elle était avant. Mais du coup, pour ma deuxième hospitalisation, qui était beaucoup plus difficile, comme je vous ai dit, j'ai fait venir que 2 de mes amis proches et mes parents, ma sœur essentiellement. Et là, pour le coup, les visites étaient vraiment
beaucoup plus difficile parce que j'étais honnête et je me cachais pas derrière mes sourires. Je pleurais, je disais à quel point c'était dur et à quel point j'en pouvais plus. Mais si je peux donner un conseil par rapport aux proches, c'est vraiment d'expliquer ce qui se passe dans votre tête, d'inviter aussi vos proches à vous renseigner sur la maladie. J'ai des contenus pour eux dans la catégorie parents sur mon blog, mais parfois c'est difficile de leur faire comprendre par vous-même, donc vous pouvez aussi recourir à des entretiens familiaux, comme je vous expliquais, pour qu'il y ait en fait une personne neutre qui soit là un peu pour jauger, pour pas que non plus que ça parte dans des cris, etc. Donc ça moi je recommande vachement ça, les entretiens familiaux. Ensuite, on m'a demandé est-ce que j'ai eu la sonde et est-ce que c'est obligatoire à l'hôpital ? Non, ce n'est pas obligatoire. Je dirais même que s'ils peuvent éviter de la poser, ils le font. Parce que ils préfèrent que vous preniez vos repas naturellement par la bouche, enfin par les repas en prandial quoi. Et les personnes qui l'avaient, franchement, elles étaient en minorité. Moi, je l'ai eu de façon très courte, mais pas dans le service trouble des comportements alimentaires. Je l'ai eu juste avant, à cause du syndrome du coup que j'ai fait en réanimation. Donc j'avais eu une première sonde qui était assez grosse, qui n'était pas une sonde alimentaire, parce qu'en fait le but c'était d'aspirer ce qui bloquait mes intestins. Et puis par la suite j'ai eu une sonde nasogastrique alimentaire du coup pendant 10 jours, parce que c'était trop dangereux en fait que je m'alimente par moi-même après ce syndrome. Ensuite, comment s'occuper quand le temps paraît infini ? Alors ça c'est vrai que le temps paraît infini, surtout que beaucoup ont une vie hyper active à l'extérieur. Moi j'avais la sensation que les journées étaient vraiment rythmées par les repas, pour ma part. J'avais vraiment l'impression que on attendait les repas quoi, enfin le matin tu commences par un repas, ensuite 3 heures après même pas c'est un nouveau repas, ensuite t'as la collation, ensuite t'as le dîner en hôpital c'est tôt, c'est genre à 18h, 18h30, donc c'est vrai que t'as un peu l'impression d'attendre ça aussi en fait, enfin moi j'avais aussi ma faim qui s'était réveillée, donc j'ai l'impression que j'avais tout le temps faim, j'avais hâte franchement d'être au repas d'après, ce qui est assez ambivalent parce que manger fait aussi très peur quand on est en guérison. Comme il y a des jours où l'on voit pas de médecin, de psychiatre, d'interne, etc., c'est vrai qu'il y a des journées qui sont longues, notamment les week-ends, et malheureusement pendant les périodes de vacances. Donc c'est pour ça que je disais que c'est important de s'impliquer dans sa guérison. Moi, du coup, j'avais emmené plein de livres de développement personnel, où ma mère m'en ramenait, ma soeur, etc. Aussi, j'écrivais, je faisais des exercices que je trouvais par moi-même, ou dont je m'inspirais justement de certains livres, ou j'avais appris par mes thérapies antérieures, ou que mon interne me donnait. Il y a pas mal d'exercices d'ailleurs que je propose dans les carnets d'anxiété. Et j'ai aussi commencé des nouvelles activités créatives. J'ai appris à dessiner, à faire de l'origami, à faire beaucoup de mandalas, ça j'aimais bien, à peindre, etc. Et en fait, pour moi ça c'est super important, c'est un peu de l'art-thérapie. Perso, moi ça a vraiment fait partie de mon traitement, de ma reconstruction. Et c'est une façon pour moi de prendre soin de soi et d'être fière de ce que tu produis en fait. Après, ça arrivait aussi qu'on faisait des jeux de société avec les autres, où il y avait aussi des infirmiers qui organisaient des activités créatives, où il y avait des groupes de chant, des trucs comme ça. Il y a quand même des choses qui sont faites. Hein. Ensuite, on m'a demandé si j'avais le droit de visite. Donc oui, les visites sont autorisées. Après, vraiment, là, pour le coup, je pense que vraiment, chaque hôpital a sa propre politique de visite. Pour ma part, j'en avais 3, il me semble, par semaine. Donc dans la semaine, j'avais 1 heure, et les week-ends, j'avais 2 à 3 heures par jour. Ensuite, est-ce que j'ai eu le droit au portable ? Pareil, je pense que ça dépend des hôpitaux. Je sais que pour certains, vous avez le portable tout le temps, donc vraiment ça doit dépendre. Moi, dans l'hôpital où j'étais, j'avais le droit qu'à 1 demi-heure de portable par jour, donc c'était le soir qui était souvent donné après le dernier repas, donc c'était vers 19h. Et franchement, je l'ai absolument pas mal vécu, au contraire. Pour moi, le portable faisait partie des déclencheurs en fait. Donc j'avais plus toutes ces notifications qui étaient stressantes pour moi. Et surtout, j'avais plus accès à Google. Parce que quand j'étais malade, je faisais des recherches qui alimentaient ma maladie, le nombre de fois où j'ai tapé le nom d'un aliment plus le mot calories. Et d'ailleurs, à ma 2e hospitalisation, quand j'étais vraiment mal psychologiquement, ça m'est arrivé de privilégier ces 30 minutes de portable pour faire une recherche sur de la bouffe plutôt que d'appeler quelqu'un. Donc moi je trouve que c'était bien que le portable était limité dans mon cas. Ensuite on m'a demandé est-ce que le sport est interdit ? Alors oui, l'activité physique elle est interdite, ça c'est sûr, parce qu'en fait t'as besoin de beaucoup de repos, même si ton trouble alimentaire te persuade que non. Après, 1 fois par semaine, il y a quand même une session de sport qui est organisée du coup par un prof de sport, mais c'était autorisé qu'à partir d'un certain IMC, et c'était de la balnéothérapie il me semble. Moi j'ai jamais fait le sport en hôpital à temps complet. Que penses-tu des contrats de poids et en as-tu eu ? Alors, je trouve que les contrats de poids, c'est du bullshit, parce que, je le dis souvent, les troubles alimentaires, c'est des maladies mentales et pas physiques. C'est l'un des côtés que j'apprécie pas, justement, dans la médecine en France pour la santé mentale, et notamment pour les troubles alimentaires, parce que les médecins, ils se basent parfois beaucoup trop sur des statistiques, notamment l'IMC, ou sur des tranches de poids. Donc non, j'avais pas de contrat de poids.
du moins il n'y en avait pas à proprement parler dans mon hôpital. Après il y avait quand même des règles sur l'IMC justement, comme je viens de dire juste avant, à partir d'un certain IMC tu peux faire du sport, après ça c'est aussi normal, mais il y a, par exemple à partir d'un certain IMC tu peux avoir des permissions, ils te disent aussi qu'il faut avoir un certain IMC pour sortir, mais ça c'est la théorie. La réalité elle est différente, en fait c'est quelque chose d'important aussi là ce que je vais dire, c'est que il faut pas voir ton équipe soignante comme ton ennemi. Leur but, c'est pas de t'engraisser. Ça, c'est ton trouble alimentaire qui te dit ça. Leur but, c'est de te soigner. C'est leur métier. Mais d'ailleurs, c'est même pas eux qui vont te guérir. Ils t'accompagnent sur ton chemin de guérison. Et je dis ça parce que c'est important de comprendre que le but de l'hospitalisation, c'est de co-construire ta prise en charge main dans la main avec les médecins. Et ça, j'ai compris à ma deuxième hospitalisation. À la première, j'appliquais tout ce qu'ils me demandaient. La seconde, je refusais parfois de passer à un palier supérieur de calories. J'exprimais quand je voulais pas reprendre du poids. J'exprimais quand c'était trop compliqué. J'ai demandé des permissions qui m'ont été accordées alors que j'avais pas l'IMC théorique autorisé. Mais les médecins, en fait, ils voyaient que j'étais dans l'envie d'en sortir et que c'était pas la maladie qui parlait, je pense, donc ils me l'accordaient. Ensuite, comment gérer l'éloignement familial ? Alors pour ma part, je l'ai pas tellement ressenti, parce que avant l'hospitalisation, je vivais seule en appartement, j'étais plus chez mes parents. Je pense que tu le ressens certainement plus quand tu habites encore chez tes parents ou quand t'es plus jeune. Même chose, mes parents ils habitaient à 1/4 d'heure de l'hôpital, donc je les voyais chaque semaine. Il y avait des patients, je me souviens, qui venaient de très loin, parce qu'il y a des régions où malheureusement il n'y a pas de centre pour troubles alimentaires, donc leur famille ne pouvait pas venir les voir toutes les semaines. Après j'ai quand même eu un éloignement parce que j'avais moins la possibilité de communiquer avec eux, mais moi ça m'a fait du bien cette coupure. Je pense même que ça a fait du bien à ma famille parce que ils avaient peur pour moi, et là ils savaient que j'étais prise en charge enfin à 100%, ils savaient que j'étais dans le monde hospitalier, donc c'est vraiment ça les rassurait. Ça m'arrivait de me demander s'ils pensaient à moi dans la journée. Et d'ailleurs, 2 ans plus tard, il me semble que j'ai demandé à ma mère si elle pensait à moi de temps en temps. Et elle m'avait répondu que oui, tous les jours. Mais voilà, je pense que en réalité, l'éloignement familial fait partie de la thérapie aussi. Moi, l'éloignement n'a pas été violent pour ce que je viens d'expliquer. Mais pour certaines personnes, ça peut être difficile, et notamment les plus jeunes. As-tu ressenti de l'infantilisation par les soignants ? Oui, quand même. C'est vrai que ça, je peux pas le nier. En fait, je pense qu'ils ont pas tellement confiance en nous. Mais c'est pas en nous, c'est pas en notre personne qu'ils ont pas confiance, c'est plus au vice de la maladie, parce que ils connaissent avec l'expérience, et en soi, je pense qu'ils ont raison, parce que j'ai vu des personnes faire des choses assez dingues, mais c'était la maladie qui parlait, hein. Nos chambres, en fait, elles étaient fermées, à clé, 1h30 après les repas, et dans mon cas, franchement, heureusement, parce que sinon, je serais partie faire du sport en cachette dans ma chambre, d'autres se seraient fait vomir. Après, c'est vrai que du coup, durant ces 1h30 après les repas, à chaque fois, tu t'as demandé pour aller aux toilettes. Et par exemple, c'est le soignant qui tire les chouettes d'eau pour vérifier que tu t'es pas fait vomir. Donc c'est vrai que c'est assez gênant, assez infantilisant. Et même dans leur façon de parler, c'est vrai que certains sont infantilisants. Et aujourd'hui, avec du recul, je dis que c'était parfois pour notre bien qu'ils faisaient certaines choses, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, c'était pas du tout simple à vivre. Et ouais, donc je peux comprendre qu'on m'ait posé cette question-là, et je peux comprendre que ce soit compliqué. Ça me fait penser à un autre sujet, et je serais assez curieuse de savoir ce que vous en pensez, ou ce qu'il en est du moins pour vous. Mais moi, quand je souffrais d'anorexie, j'étais en fait très enfantine. Je regardais des dessins animés, vraiment beaucoup, j'en ressentais énormément le besoin. Je portais des pyjamas assez enfantins, j'avais beaucoup de doudous, alors que j'en avais plus avant pendant très longtemps. Et là, d'un coup, il me fallait des doudous. Et avec ma thérapie, j'ai compris que mon anorexie avait été aussi une forme de peur de grandir. Donc pour moi, ça fait sens. Et justement, je me souviens qu'à l'hôpital, tous les patients, ils avaient des pyjamas enfantins comme moi, des doudous. Et certains faisaient des dessins enfantins, etc. Encore une fois, je dis ça avec beaucoup de recul, au moment même, j'en avais vraiment pas conscience. Quand j'étais dedans, vraiment, j'en avais pas conscience, donc peut-être que ça va pas vous parler là, mais après, c'est mon point de vue aussi, j'affirme rien, hein, c'est plus une généralité. Mais n'hésitez pas franchement à me dire sur Instagram ou en commentaire de la vidéo YouTube ce qui en est pour vous, parce que vraiment, ça m'intéresse de savoir. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire de me mettre une note sur votre plateforme d'écoute, parce que ça me permet, moi, de m'encourager, et puis de savoir si ce podcast, ces épisodes vous plaisent. Je reviens au sujet de l'hospitalisation. On m'a demandé, est-ce qu'on nous force à manger ? Alors non, selon moi, on ne te force pas à manger. Par contre, c'est vrai qu'on t'y incite fortement. Donc c'est vrai que si tu termines pas ton plateau, les soignants vont te faire des remarques genre « alors, il faut manger ?» Enfin, des trucs qui sont clairement pas agréables, mais c'est aussi leur métier de tirailler la maladie en fait. La première hospitalisation, je mangeais tout sans rechigner, sans montrer de difficulté pour pas avoir ces remarques justement. La deuxième, j'étais moi-même, et je me prenais plein de remarques parce que j'avais énormément de tocs, vraiment énormément. Et c'est vrai que les infirmières me faisaient des remarques là-dessus, et intérieurement, la maladie les traitait. C'était dur, mais elles avaient raison, il fallait que je me sépare de ça.
Bref, il m'est arrivé de pas terminer mes plateaux et on m'a jamais forcé à les finir. Hein. En fait, tu dois atteindre une ration calorique dans ta journée. Donc en fonction de ce que tu rends, les infirmières, elles calculent combien de calories approximativement, je pense, t'as mangé dans ta journée. Et si t'as une dette, entre guillemets, de 50, 100, 150, voire plus de calories, en fait, le soir à 21h, il y a la tisane qui est servie et on te propose de rattraper justement pour combler ta dette, entre guillemets, avec des tartines de pain, du beurre, de la confiture, etc. Donc après, c'est toi qui l'acceptes ou non. Moi, j'ai déjà refusé, c'est noté dans ton dossier, mais c'est pas grave. Je le vivais super mal, hein, la première hospitalisation, j'acceptais pas d'être pas parfaite. Mais en fait, le but, c'est pas de te montrer en élève modèle, le but, c'est que tu travailles vraiment sur tes peurs, que tu affrontes la maladie. Donc c'est sûr que si jamais tu manges tes plateaux repas en entier, que tu refuses toujours les mêmes aliments et que tu refuses d'en parler à côté, que tu vas à l'encontre du soin, en fait, bah là, c'est pas ouf. Mais par contre, si tu refuses, mais qu'à côté, t'en parles à ton interne, de tes peurs, que vous trouvez des solutions ensemble pour y faire face, des alternatives pour y arriver petit à petit, bah là, t'es dans le soin. Donc, t'es dans le traitement, ça fait partie, c'est normal que ce soit difficile. Ensuite, on m'a demandé des exemples de repas en hospitalisation. C'est difficile de répondre à cette question parce que déjà je m'en souviens plus, mais je vais plutôt vous expliquer le fonctionnement des repas. En fait, on a une ration calorique que l'on signe pour qu'en fait on puisse voir aussi de quoi seront composés nos repas. Donc en fait, c'est noté de façon très générale. Par exemple, pour 1900 calories par jour, c'est X grammes de féculents par repas, X grammes de protéines, etc. Je trouve pas ça forcément génial parce que du coup ça te permet pas de te détacher des grammes, des calories, des chiffres quoi. Mais en même temps, c'est aussi comme ça moi que j'ai pu mieux apprendre à faire mes assiettes, à voir ce que ça représentait en termes de quantité une assiette, comment je devais faire en fait dans ma guérison. Et en gros, nous on mangeait tous ensemble et chacun un à un, on était appelés, il y avait une table où il y avait les différents plats et tu te sers toi-même avec une cuillère à soupe. Et l'infirmière, elle est à côté de toi et elle vérifie si t'en as mis assez, si ça correspond à ta ration, et elle te dit quand il faut en rajouter, etc. Donc du coup, tu visualises dans ton assiette à peu près à quelle hauteur, à quelle taille, etc. Des pâtes, ça prend, du riz, ça prend, etc. Enfin, moi vraiment ça m'a aidé. Mais globalement, en fait, toujours la moitié de ton assiette, c'est les féculents. T'as un quart de légumes, un quart de protéines. Et après, t'as une option, entre guillemets, quand t'as moins de difficultés, quand t'es plus avancé dans la guérison, c'est que t'as des plats mixtes, que je vais appeler mixtes. En fait, c'est genre des quiches, des gratins, des pizzas. En fait, c'est des plats où protéines, légumes, féculents sont mélangés. Et c'est des choses que tu rencontres énormément dans la vie générale. Donc c'est hyper bien. Moi, j'ai toujours refusé parce que c'était très compliqué pour moi de travailler là-dessus à l'hôpital. C'est des choses que j'ai travaillé grâce à ma faim extrême en vrai, mais que j'ai travaillé en dehors de l'hospitalisation. Donc vous voyez, vous n'êtes pas forcés, et moi j'ai refusé ça, on m'a dit que ce serait mieux, mais voilà, je le sentais pas, ça aurait été encore pire, donc je l'ai pas accepté, et c'est pas grave. Ensuite, on m'a demandé que répondre quand on nous propose des traitements que l'on refuse de prendre. Alors ici, la personne avait spécifié que c'était des traitements chimiques dans sa question, donc j'entends par là des traitements médicamenteux. Si tu refuses le traitement général de l'hôpital, genre que vraiment tu manges presque rien, que t'es toujours en hyperactivité, que tu continues de te cacher pour te faire vomir, etc., là les médecins ils sont là pour t'aider, hein, mais si t'es vraiment dans le refus du soin, que tu dis que tu veux pas t'en sortir, que tu veux même pas essayer, etc., généralement l'hospitalisation elle prend fin. Pour ce qui est des traitements médicamenteux, je comprends que ça fait peur. Moi la première, je refusais. Donc la première hospitalisation, il me semble que j'en ai pas pris. La deuxième hospitalisation, je suis arrivée avec un mental qui était bien plus abîmé, comme je vous ai dit, et j'ai accepté parce que j'avais conscience que j'avais besoin d'une aide supplémentaire, donc j'ai eu des anxiolytiques. Après, je me souviens que certains patients, ils avaient des neuroleptiques, et c'est vrai que c'était plus difficile pour eux de l'accepter. Du coup, je peux pas trop répondre à cette question parce que j'y ai pas été confrontée. En revanche, je dirais que c'est important d'exprimer toutes les peurs que t'as, toutes les questions que t'as à ton interne, de comprendre pourquoi tu refuses. Par exemple, si c'est par peur de perdre le contrôle sur toi, c'est la maladie qui parle, donc il faut vraiment le travailler psychologiquement. Je sais que c'est pas simple, mais il faut vraiment voir ça comme une aide supplémentaire, comme quelque chose qui fait partie de ton traitement. Donc voilà, j'ajoute rien de plus parce que j'ai pas été confrontée, pareil, j'ai pas été confrontée non plus aux compléments alimentaires, donc c'est difficile de répondre à ce sujet. Alors ensuite on m'a demandé, quand on veut rentrer, est-ce que c'est fuir ? C'est une très bonne question. En réalité toutes les questions sont bonnes, hein, mais c'est vrai qu'elle est intéressante celle-là. Je pense que c'est difficile, mais c'est aussi l'une des choses que j'appliquais dans ma guérison. C'est essayer d'être honnête avec soi-même. Et ça veut dire essayer de se demander, est-ce que c'est moi, Mathilde, donc vous, ou la maladie qui veut ça ? Donc en gros, si tu veux sortir, demande-toi pour quelle raison. Si c'est pour avoir plus de contrôle dehors, reprendre l'hyperactivité, recalculer tes calories, te refaire vomir, etc., c'est la maladie. Donc je te dirais qu'en effet, c'est fuir. Si par contre tu veux partir parce que tu sens que l'environnement de l'hôpital il est nocif, que les autres patients ça t'atteint trop, que tu parviens pas à te protéger,
Si tu sens que l'éloignement de tes proches, peut-être que tu as des enfants, tu sens que ça c'est plus dévastateur qu'autre chose, si tu sens que l'hôpital ça nuit à ta guérison, bah là c'est pas fuir, c'est que t'arrives à te protéger en fait. Dans tous les cas, il faut en parler, en discuter avec l'équipe soignante, parce qu'encore une fois, ils sont là pour que ça se passe bien pour toi, pour que ce soit bénéfique. Ils n'ont aucun intérêt à te retenir si vraiment ça ne t'aide pas. Peut-être que s'ils s'y opposent, donc ça sera un avis qu'ils vont te donner, ils vont pas t'enfermer, mais s'ils s'y opposent, c'est peut-être parce qu'ils savent que c'est la maladie justement qui parle. Après, ils n'ont pas forcément raison. Toi seul sais où tu en es, essaie du moins d'être honnête avec toi. Moi, pour te dire, la deuxième fois, c'est moi qui ai demandé à sortir. Je ressentais que je stagnais, que j'avançais plus, que je ruminais trop, que ça allait à l'encontre de ma guérison. Mais par contre, je leur disais, j'ai conscience que je suis dans un état catastrophique et qu'il faut que je mette des choses en place si je veux sortir parce que sinon je vais rechuter. Enfin, je vais pas aller mieux du moins parce que vraiment cette hospitalisation était très compliquée donc j'étais encore dans un état très critique. Ils m'ont laissé sortir. Ils ont accepté alors que j'avais pas non plus dit tout l'IMC théorique. Mais on a décidé des choses ensemble, c'est que j'allais avoir une psychiatre toutes les semaines, la fameuse psychiatre géniale dont je vous avais déjà parlé dans un autre épisode, notamment l'épisode sur les thérapies que je recommande. Ensuite, j'avais une journée par semaine d'hôpital de jour. J'avais dit aussi que j'allais commencer la sophrologie et avoir une thérapie cognitivo-comportementale en parallèle, et c'est ce que j'ai fait. Et j'avais dit également que j'allais pas reprendre mes études avant la rentrée de septembre, donc je suis sortie le 30 mai, un truc comme ça. Donc j'avais 3 mois devant moi pour me consacrer à ma guérison. Et enfin, j'ai gardé le traitement d'anxiolytique à côté. Je me souviens que les avis dans l'équipe étaient assez divergents. Il y avait certaines infirmières qui me disaient que je faisais pas le bon choix. Il y a un interne qui m'a dit ouais, dans 6 mois vous serez toujours au même stade. Et ça me terrifiait parce qu'au fond de moi j'y arrivais plus. Franchement je leur disais je n'y arrive plus, je sais que je suis pas guérie et je disais peut-être je reviendrai plus tard. Et il y a un autre interne à qui j'avais exprimé ma peur de pas y arriver qui m'avait dit vous ne savez absolument pas où vous serez dans 1 an, l'été prochain. Et je me rappelle tellement de lui, je me rappelle tellement de ce moment, il s'appelait Benjamin, enfin il s'appelle toujours d'ailleurs Benjamin, et je me rappelle tellement de lui, de ce moment où il m'a dit ça, je m'en suis d'autant plus souvenue 1 an après, où je vivais à Marseille avec mon copain et que j'avais pas du tout la même vie en fait. Et en effet, ma vie elle avait rien à voir parce que mon copain je l'avais pas à l'époque, je vivais à Lille, j'étais très 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 malade à ce moment-là, et 1 an après j'avais tellement avancé, et c'est sûr que j'étais encore en lutte, mais je revivais, j'avais une vie sociale, je remangeais tout, enfin vraiment, en effet, même vous là qui m'écoutez, vous savez pas dans 1 an de quoi votre vie sera faite. Ensuite, on m'a dit comment bien préparer la sortie parce que dehors, ça fait peur. Alors, juste avant, du coup, je vous ai parlé en 1 an que j'avais fait énormément de chemin, mais c'est sûr que la sortie, elle a pas été simple. Et c'est important de bien préparer la sortie. C'est-à-dire que moi, j'avais ça, mais je pense qu'il y a ça dans tous les hôpitaux, c'est qu'il y a des permissions qui te permettent d'avoir comme un pont entre la vie à l'hôpital et la vraie vie. Les permissions, en fait, elles ont pour but de te confronter à un repas dehors. Donc souvent, on te conseille d'en faire un avec différentes personnes avec qui tu vis pour te confronter à différentes situations. Donc t'as tes parents, tes amis, ta partenaire. De faire un repas de famille, de tester un repas à l'extérieur, etc. Après, en soi, tu fais ce que tu veux pendant tes permissions. Mais le but, c'est de te confronter à des difficultés tout en sachant que tu reviendras rapidement dans un cadre rassurant qui est l'hôpital et que tu pourras travailler toutes ces peurs avec ton équipe soignante. Donc, pour ma part, la première étape de perm, c'était de faire une collation à l'extérieur. Donc c'est une après-midi, 4 heures. Tu peux le faire qu'une fois, si ça s'est bien passé, ou plusieurs fois avant de passer au 2e palier, qui est là une perm sur une journée. Donc t'as le repas du midi et le repas de 4 heures. Tu pars après le petit-déj, tu reviens avant le repas du soir. Et ensuite, le dernier palier, c'est de faire un week-end complet. Donc là, t'as le repas du midi, le repas du 4 heures, le repas du soir, le repas du lendemain matin, le repas du lendemain midi, le repas du 4 heures, et tu reviens avant le repas du soir. Donc c'est vraiment important de le faire souvent, t'as quand même plusieurs week-ends. Ça te permet d'avoir une transition pour pas que ce soit trop violent. Et encore une fois, il faut parler de toutes ces angoisses, de tout ce qui pose problème dehors avec ton équipe soignante pour le travailler avant d'être confronté seul en fait. Mon autre conseil qui est pour moi indispensable, c'est de mettre en place des choses à l'extérieur comme moi j'ai fait, d'avoir un suivi encore après, pendant longtemps, parce que vraiment c'est important. Parce que sinon tu prends le risque de retourner dans le même environnement dans lequel tu étais malade et que le trouble alimentaire retrouve vite ses habitudes. Donc je sais que c'est pas toujours simple, même financièrement, mais c'est vraiment important. L'avantage de l'hôpital public, c'est que c'est pris en charge les consultations avec les psychiatres et les journées en hôpital de jour. Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que j'ai pas parlé trop vite parce que je voulais pas non plus que ça dure plus d'1 heure. Je sais pas du tout combien de temps je vais tenir là. Dans tous les cas, je vous conseille de rencontrer l'hôpital en amont, d'avoir un entretien avec un psychiatre, une infirmière, où vous posez toutes vos questions.
Moi personnellement, l'hôpital m'a aidée et je pense que j'en avais besoin. Ça m'a permis de me lancer sur le chemin de la guérison. Je sais que d'autres personnes, ça fait pire que mieux, qu'elles sont vite parties parce que l'hôpital c'était pas forcément qualitatif ou que ça se passait pas très bien avec l'équipe soignante. En réalité, il y a plein de raisons et c'est vraiment propre à chacun et je comprends parce que c'est vraiment très difficile dans l'hôpital. Il y a vraiment beaucoup de difficultés, il faut apprendre à se protéger, à prioriser sa guérison avant tout. Je voulais ajouter quelque chose aussi, c'est que dans l'équipe soignante, parfois t'as des internes, des infirmières, des aides-soignants qui sont pas vraiment appropriés, je trouve, pour la santé mentale. Et pareil, encore une fois, il faut savoir se protéger. Moi, je me rappelle qu'on avait des infirmières parfois qui parlaient de régime devant nous, ou t'avais d'autres infirmières qui faisaient constamment des remarques qui étaient vachement méchantes presque. Elle était pas très sympa, quoi, et puis 2 secondes après, elle a été gentille, donc fallait gérer ça aussi. Mais ça, en fait, c'est comme partout, tu tombes toujours sur des gens qui comprennent pas, ou qui veulent pas comprendre la maladie, ou qui sont tels qu'ils sont, en fait. Et il faut réussir, encore une fois, à se mettre des œillères. Je sais que c'est pas toujours simple, je sais, ça vraiment que c'est pas toujours simple. Je trouve que j'ai appris aussi ça un peu sur le terrain. Et d'ailleurs, je trouve ça dommage aussi qu'on ne rencontre pas des personnes qui sont sorties des troubles alimentaires à l'hôpital. Moi, en vrai, j'adorerais animer un groupe de parole à l'hôpital pour discuter, répondre à leurs questions, donner des conseils. Franchement, je pense que je vais me renseigner pour me rapprocher des hôpitaux qui sont autour de chez moi, voir si c'est possible. Je pense que vraiment ça pourrait être bénéfique en étant accompagné d'un psychiatre, d'un médecin ou d'une infirmière qui pourrait répondre aussi à d'autres questions sur des choses peut-être plus techniques que je connaîtrais pas ou quoi. Bref, je verrai ça, je vous tiendrai au courant en vrai. Voilà, on arrive aux derniers instants de cet épisode. J'espère avoir répondu à toutes vos interrogations, j'espère vous avoir rassuré, j'espère vraiment que ça vous a aidé. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours. Sachez que ça me fait vraiment toujours très plaisir d'avoir des retours sur le podcast parce que c'est vrai que si c'est sur Deezer, Spotify, etc., vous n'avez pas forcément la possibilité de répondre directement. Sur YouTube, vous pouvez plus le faire, mais vous pouvez aussi m'envoyer un DM pour me dire ça sur Instagram, ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie vraiment pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao ciao.